moi, je suis bénévole à l'association UFC Que Choisir de Versailles. Donc, Que Choisir est organisé au sein d'une fédération nationale et environ 150 associations locales qui sont installées, des associations de proximité installées sur l'ensemble du territoire. Donc, je m'occupe au sein de cette association essentiellement des demandes en ligne des consommateurs et puis plus particulièrement au sein du pôle litige, des demandes de conseil juridique ou des litiges en électricité, gaz et puis pompe à chaleur, travaux d'amélioration de l'habitat. Voilà. Je suis nouvellement retraité, bénévole, c'est-à-dire que je ne suis pas juriste de formation et j'ai autour de moi des gens plus spécialisés dans le domaine juridique. On va dire que moi j'interviens un peu en tant que généraliste du domaine et puis quand je me retrouve à court d'éléments précis juridiques, et ben je me rapproche des spécialistes. Pour ce soir, moi je vous propose une version plutôt interactive, comme nous sommes quand même peu nombreux. Donc n'hésitez pas à lever la main ou à poser des questions en direct. J'essaierai de faire une pause au bout de quelques transparents pour vous permettre de réagir autant que de besoin. Voilà, donc je vous propose de commencer, sauf à dire que vous ayez des questions particulières. Mais n'hésitez pas à intervenir en cours de route. Hein. Donc, Monsieur Debloc, si vous voulez bien. Là, le sommaire, pour moi, on a que les logos. Voilà. Donc, nous aborderons différents sujets ce soir, les fournisseurs, les tarifs, essayer de mieux comprendre sur des exemples la facture d'énergie et puis après passer à un domaine plutôt de maîtrise de l'énergie. Comment on peut être plus sobre en consommation et puis les éco-gestes. Donc, pour débuter, un premier transparent sur les fournisseurs d'électricité. Alors, quelques fournisseurs que je vous ai rappelés dans le tableau central là, du transparent. Sachez que je n'en ai cité que quelques-uns. Cette liste n'a pas valeur de définir les meilleurs fournisseurs et elle n'ignore pas les autres. Simplement, j'étais un peu limité en taille de tableau. Donc, n'hésitez pas à aller sur les comparateurs gaz et électricité, proposer soit, on le reverra tout à l'heure sur les sites Info Énergie, soit sur le site UFC Que Choisir, où là, vous aurez un panorama beaucoup plus grand, puisque au final, j'indique dans ce tableau qu'il y a près de 30 fournisseurs au total. Et vous avez sans doute connaissance ou vous vous rappelez du tarif bleu, c'est-à-dire le tarif de l'électricité à l'époque qui était réglementé et qui perdure. Aujourd'hui, seul EDF peut proposer ce tarif dont les prix sont réglementés par l'État. En complément, EDF commercialise également de l'électricité à prix marché, c'est-à-dire à des offres différentes, des prix, des offres sur la base d'énergie verte, enfin on le verra, mais EDF a toujours ce tarif réglementé. Les autres fournisseurs sont dits alternatifs et eux aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de proposer le tarif réglementé et donc ils offrent de l'électricité à prix marché. Sachez qu'il est toujours possible de revenir d'un fournisseur vers, par exemple, EDF au tarif réglementé ou de résilier son contrat et de changer de fournisseur. La réglementation permet de le faire à tout moment et sans pénalité. Si vous voulez bien avancer, voilà. Donc le tarif bleu d'EDF, commercialisé par EDF, c'est un tarif dont les prix sont fixés par les pouvoirs publics après proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
Voilà. Et les offres à prix marché, elles sont fixées librement par chaque fournisseur. Dans ces offres à prix marché, vous avez des offres à prix fixe, c'est-à-dire que le fournisseur s'engage vis-à-vis de vous sur des prix pour une durée donnée. Évidemment, si vous avez une offre aujourd'hui qui est plus chère que le tarif réglementé, qui est un tarif réglementé par l'État, bah, c'est sans intérêt. Choisissez le tarif réglementé. Attention toutefois, quand les fournisseurs indiquent offre à prix fixe, le prix fixe concerne la part abonnement et énergie et non pas le montant des taxes. Le montant des taxes peut changer sur décision de l'État, du gouvernement, et naturellement, toute évolution des taxes va s'appliquer à l'ensemble des offres des fournisseurs. Vous avez ensuite une autre possibilité, c'est de disposer de prix indexés. Dans ce cas-là, le fournisseur indexe ses prix par rapport au marché sur un indice. Il peut suivre aussi, s'engager à suivre le tarif réglementé. Le prix de kilowattheure va alors évoluer dans ce cas-là de la même façon que le tarif réglementé en conservant le même écart. Vigilance sur ces prix indexés, à ne pas signer un prix indexé sur le marché, purement sur le marché son indice, parce que vous pouvez vous retrouver dans un cas très avantageux aujourd'hui, mais avec des prix qui s'envolent quand le marché s'envole, ce qui a été le cas quand même de fin 2022. Le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire pour les particuliers depuis 2023 qui limite les hausses de tarifs à 15%. Donc, vous avez dû, à un moment donné, peut-être, si vous n'étiez pas au tarif réglementé, profiter de ce bouclier tarifaire, c'est-à-dire que vous avez dû obtenir un avoir sur vos factures, le prix de l'énergie étant bloqué par ce bouclier tarifaire. Merci. Je vous propose sur ce transparent quelques offres. Alors, je dis bien parmi tant d'autres. Et j'ai précisé à date, c'est-à-dire que les prix qui vous sont indiqués sont ceux que j'ai trouvés sur les sites des fournisseurs au moment où j'ai préparé la présentation. Donc aujourd'hui, 10 jours après, peut-être que les prix ont légèrement varié et peut-être que dans un mois, ils auront varié également. Alors, vous verrez ce que ce tableau fait émerger, c'est qu'au final, il faut vraiment se pencher dans le détail parce que les différences peuvent être soit importantes, soit comment dire, à mettre en regard avec vos besoins. Le tarif bleu d'EDF, la première ligne, c'est le tarif dit réglementé, dont les prix vont évoluer en fonction des décisions du gouvernement, avec systématiquement donc un abonnement. Je l'ai fait apparaître en euros TTC, et puis des prix de kilowattheure. Là, j'ai pris une offre à 6 kVA, qui est une offre en général, on va dire, pour un foyer qui a besoin d'un petit peu de puissance pour son éclairage, son lave-linge, voire son eau chaude la nuit. À 6 kVA, on n'est pas vraiment sur un foyer qui va avoir du chauffage électrique, sauf éventuellement quelqu'un qui est dans un studio avec un convecteur électrique avec un chauffage limité. Donc là, on est en pleine heure creuse sur cet exemple-là, et vous voyez deux prix de kilowattheure. Le jour, on va dire, jusqu'à 22h ou 22h30, ça dépend des différentes régions, et puis oui, des différentes régions. Du coup, vous avez un prix qui est de l'ordre de 24, un peu plus de 24 centimes, et la nuit, entre 22h et 6h du matin, 18 centimes. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui ont, par exemple, un ballon d'eau chaude
qui sera mis en fonctionnement uniquement la nuit et donc avec un tarif d'électricité un peu plus bas. J'ai indiqué également un tarif qui est le tarif Tempo d'EDF, qui est un tarif alors avec des périodes très différentes, des jours rouges, 22 jours rouges dans l'année entre novembre et mars, où là l'électricité entre 6 heures du matin et 22 heures le soir est très chère. Vous voyez, 73 centimes le kilowattheure, donc 3 fois plus que le tarif réglementé. Moyennant quoi, en jour bleu, c'est-à-dire qu'une grande partie de l'année, l'électricité vous est facturée à 13 centimes, soit avec une décote importante par rapport au tarif réglementé. Donc, ce tarif Tempo, il peut être avantageux, mais à condition vraiment de faire très attention aux consommations en jour rouge, et c'est-à-dire décaler le fonctionnement de son lave-linge systématiquement la nuit pour bénéficier de l'heure creuse à 13 centimes 28, ou alors décaler de 2 jours quand la journée devient ou blanche ou bleue. Bref, il faut vraiment là être très attentif aux usages parce que consommer lors des 22 jours rouges dans l'année peut revenir très très cher et gommer tout l'avantage de ce tarif. Je vous ai également cité une offre ouverte d'Engie, électricité tranquillité. Vous voyez qu'on est à un abonnement qui est à quelques euros près, 4 euros équivalent au tarif bleu d'EDF, et à des prix qui sont quasiment identiques au tarif bleu. Et d'ailleurs, cette offre d'Engie, elle est indexée sur le tarif réglementé de l'électricité. Une offre de Total Energy qui s'appelle Eureco. Alors, c'est pareil, vous avez cette offre avec un abonnement qui est très proche de celui d'EDF, ça fait il est même identique. Un tarif un petit peu plus cher en heure pleine, mais un peu moins cher en heure creuse. Donc, un avantage pour ceux qui vont consommer en heure creuse, mais attention, voilà un tarif indexé sur les prix de marché, c'est-à-dire que c'est Total Energy qui va fixer chaque année le tarif sur les prix de marché, mais donc vous ne serez pas indexé sur le tarif réglementé, vous n'êtes pas à prix fixe, il peut y avoir un changement minime, mais il peut y avoir un changement important d'une année sur l'autre. Donc ce sera vraiment à surveiller au moment de la date anniversaire de votre contrat. Une autre offre du fournisseur qui s'appelle Eni, qui fait apparaître là aussi un abonnement peut-être un peu plus cher, mais des prix de kilowattheure un peu moins chers que le tarif bleu. Et il est indexé aussi sur le tarif régulé de vente de l'électricité. Donc ça peut être un tarif intéressant pour des consommateurs qui consomment plus. Donc, ils vont consommer plus de kilowattheures. Comme il est un peu moins cher, ils vont faire des économies qui peuvent peut-être contrebalancer les 30 euros de plus d'abonnement par an. Donc, vous voyez, c'est quelques offres, mais il y en a des dizaines. Elles sont à étudier en fonction de vos besoins parce que l'une peut être intéressante et une autre peut être sans grand intérêt, voire plus chère pour vous. Est-ce que sur ce transparent-là, vous avez d'éventuelles questions de clarification? Moi, j'ai une question. Bonjour. Qu'est-ce qui oriente Bonjour. le choix Qu'est-ce qui oriente le choix d'une offre? Qu'est-ce qui nous permet de dire c'est mieux un tarif bleu ou Alors, déjà, pour répondre à votre question, il y a deux situations. Soit vous êtes déjà avec une tarification, vous savez historiquement parlant que chaque année, vous avez consommé à peu près tel nombre de kilowattheures. Donc, vous pouvez faire une simulation. Si vous avez une petite consommation, il faut privilégier plutôt un petit abonnement. Vous voyez, mais surtout faire une simulation sur vos consommations, sur vos usages. Comme je vous le disais, par exemple,
si vous n'avez pas de ballon d'eau chaude et très peu d'utilisation de nuit, c'est pas la peine de prendre un abonnement heure pleine, heure creuse, donc avec des possibilités d'avoir de l'énergie moins chère la nuit, parce que l'abonnement coûte un peu plus cher qu'un seul abonnement en heure, en 24 heures, avec un seul prix de kilowattheure. Donc, c'est vraiment votre usage qui va faire déjà un premier tri. Et après, la comparaison, ben, il faut faire une petite simulation en fonction de vos consommations de l'année d'avant, en prenant différentes offres et en essayant de regarder si l'une ne serait pas plus intéressante que l'autre. Après, cette réponse, elle convient pour quelqu'un qui a déjà consommé, avec un appartement, une maison, etc. Pour quelqu'un qui est un nouvel accédant, là, c'est compliqué. Donc, la simulation, elle est quasiment impossible. Les fournisseurs peuvent faire des simulations par rapport aux compositions de famille, au matériel, lave-linge, lave-vaisselle, etc. Et vous avez des comparateurs, on reverra tout à l'heure, qui vous sont proposés soit par Info-Énergie, soit par l'UFC Que Choisir. Ils sont gratuits d'accès et vous définissez la composition de votre famille, vous définissez vos usages et ça vous donne des profils moyens et ça intercompare les tarifs. Ok, merci. Et c'est peut-être pas très précis ce que je vous ai donné. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ce sont vraiment les usages de l'électricité. Est-ce que vous avez des convecteurs? Est-ce que vous avez un lave-linge, un lave-vaisselle, etc., qui va vous permettre d'avoir un avantage sur tel ou tel tarif et surtout essayer d'utiliser les comparateurs. Ok, merci. On peut passer peut-être Ben, au... Oui, je allez-y. compléterai peut-être par une question de mon côté également finalement. D'un point de vue engagement, est-ce qu'il y a des durées d'engagement qui peuvent être imposées par des fournisseurs d'énergie finalement quand on souscrit à une offre? Et aussi sur le passage d'un fournisseur à l'autre, il me semble que c'est quelque chose qui est facilité, ça, d'un point de vue démarche, notamment pour le client, de changer de fournisseur. Il y a des facilitations qui sont prévues pour ça? Oui, alors, effectivement, deux éléments de réponse. Le premier élément, c'est quand vous choisissez une offre, vous allez choisir une durée, 1 an, 2 ans, 3 ans. Cette durée, elle engage le fournisseur, elle n'engage pas le consommateur. C'est-à-dire que, admettons que vous souhaitiez un peu de stabilité, et puis vous choisissez une offre pendant 3 ans. Bon, voilà. Et puis vous vous rendez compte que finalement, il y a des offres plus intéressantes au bout d'1 an. Le fournisseur n'a pas le droit d'arrêter votre contrat, mais vous avez le droit de choisir un autre contrat et de partir. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le changement de contrat d'un fournisseur à un autre, il est possible à tout moment sans frais. Et est-ce que je peux me permettre de continuer là-dessus? Vous avez dit là sur le tarif tempo, donc les jours rouges, c'est 22 jours entre novembre et mars. Donc, bon, sans Oui. vouloir faire d'optimisation d'énergie, est-ce qu'on peut prendre un contrat tempo de mars à novembre et de reswitcher sur un contrat heure pleine, heure creuse l'hiver, par exemple, il n'y a pas une durée limitée Hein, un alors, minimum? oui, Vous voyez? je comprends votre question. Évidemment, j'aurais tendance à dire que par rapport à ma réponse où je vous dis on peut sortir à tout moment, donc ça voudrait dire qu'on peut prendre un abonnement en avril et puis l'arrêter fin octobre. Franchement, là, je vais quand même prendre la question, regarder dans les conditions générales de vente de Tempo Ouais, je pour pense que c'est revoir au moins sur un an, quoi, ouais. si sur ce point-là, il y a une exclusion ou pas. OK, je vous Parce remercie. qu'effectivement, ça vous permettrait d'avoir une offre à prix canon
d'avril à octobre. Voilà, donc j'aurais tendance à dire oui, vous pouvez le faire, mais ça paraît quand même peut-être un peu facile, donc je confirmerai à Monsieur Debloc. Ok, merci beaucoup. La question est tout à fait pertinente. Sachez que, par exemple, Total Energy propose une offre qu'il appelle quelque chose comme Tempo aussi depuis peu. Et ça ressemble au tarif bleu EDF, Tempo d'EDF. Voilà. J'ai répondu à votre question, Monsieur Debloc, ça c'est clair? Oui, très bien, c'est parfait pour moi. Merci. Alors, ce petit transparent, au final, il a une valeur, mais vous dire que l'électricité augmente, malheureusement, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Ce transparent vous montre que ces dernières années, il y a eu quand même, pour le tarif réglementé de l'électricité, une augmentation, puisque grosso modo, vous avez pendant plusieurs années un kilowattheure à 15 centimes, et puis après 3 augmentations, d'après le graphique, là, on est à, alors c'est un peu petit, mais on est à 21, 22 centimes. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est lié aux augmentations qui ont été décidées par les pouvoirs publics. Et on le verra tout à l'heure, il y a une augmentation qui arrive. Ça a été annoncé par le ministère, par le ministre des Finances, une augmentation qui arrive début février. Alors, je l'ai dit, comment comparer les offres, c'est un peu compliqué, hein, puisqu'il faut essayer d'y voir clair dans ses besoins. Comparer les vrais prix sur la facture totale, taxes comprises. Et puis, n'hésitez pas à aller à voir les comparateurs, parce qu'ils vont vous aider dans vos choix en vous donnant plusieurs solutions et en intercomparant les offres des fournisseurs. Vous avez des liens qui doivent vous permettre de vous connecter plus vite sur Internet. J'ai mis un nota, c'est-à-dire que le bouclier tarifaire collectif, il a été mis en place, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait du chauffage collectif et pas du chauffage individuel a pu bénéficier d'un bouclier tarifaire. Ça, c'est géré par les syndics ou par les offices HLM. Et normalement, donc, c'est ça diminue d'autant les factures de chauffage collectif. Cette mesure-là, elle n'a pas été mise en place tout de suite. Elle a été mise en place dans un second temps par les pouvoirs publics. Alors, les perspectives. Donc, j'avais mis un point d'interrogation en disant il y a une nouvelle hausse des prix de l'électricité probable ou peut-être de 10%. Donc, ça va devenir une réalité puisque le ministre en a parlé récemment. Sachez que ce n'était pas la position de l'UFC Que Choisir qui souhaitait que le tarif réglementé soit stable pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs ou, qu'en tout état de cause, l'augmentation dépasse l'inflation attendue en 2024. Ce n'est pas ce choix-là qui a été fait. Sachez, et ça c'est important, que cette hausse, c'est une hausse des taxes et donc ce n'est pas lié aux hausses du prix de l'énergie, c'est une hausse des taxes qui va s'appliquer à tous les contrats. Ça ne s'appliquera pas qu'à certains et pas à d'autres. Malheureusement, ça touchera tout le monde. Tarif réglementé de vente d'électricité ou tarif à prix marché, à prix fixe, etc. Tous les fournisseurs sont impactés. Enfin, tous les consommateurs sont impactés et vous verrez les augmentations de taxes sur vos prochaines factures. Est-ce que côté électricité, on a fait un premier tour qui vous semble clair?
Oui, excusez-moi, j'ai juste une question. Quand on est au tarif réglementé et qu'on a conclu un contrat d'1 an, on subira également l'augmentation au 1er février, alors même que l'échéance du contrat est pas encore, atteinte? Oui, absolument. D'accord. OK. Quand vous avez conclu un contrat d'1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez dans ce contrat un abonnement, un prix d'énergie et des taxes. Quand on vous dit c'est un prix fixe, alors ça touche l'abonnement et l'énergie, ça touche pas les taxes, puisque les taxes, elles sont décidées par les pouvoirs publics. Et donc, ça peut intervenir à un moment donné sur décision. Et là, c'est une décision des pouvoirs publics. La taxe en question, elle avait été écrasée à quasiment 0 pour protéger les ménages, les consommateurs. Et elle retrouve son niveau d'avant crise énergétique, qui implique une hausse de 10%. Voilà D'accord, pour la merci. compréhension. OK, merci. Et on passe au gaz peut-être. Alors, il y avait une, attendez, je ne l'ai pas vu. Oui. Un comparateur, des chiffres qui parlent. Oui, le prix d'un kilowattheure est ainsi passé de 11 centimes en 2011 à 22 centimes pour un compteur, et le prix de l'abonnement a aussi augmenté, évidemment. Là, sur une période de 2011 à maintenant, on a effectivement une grande augmentation. Moi, je vous avais pas pris forcément les courbes des prix de l'énergie de longue date. Bon, ça a un caractère informatif, mais il me semblait que bon, ce qui était encore plus important, c'est de voir les dernières augmentations et peut-être essayer de comprendre quelle était la perspective à venir. Du côté des fournisseurs de gaz, j'ai fait un peu la même présentation pour les fournisseurs d'énergie, c'est-à-dire que j'ai listé dans ce tableau un certain nombre de fournisseurs en mettant 3 petits points parce qu'il y en a un bien plus grand nombre. Donc, ce que je vous présente n'est pas un choix des meilleurs, n'est pas un choix des plus chers, c'est un choix vous avez quand même des très gros fournisseurs, on va dire les principaux en volume, comme Engie, Total Energy, Eni, EDF, et puis des fournisseurs plus petits qui proposent des offres gaz. Pour le gaz, c'est un peu différent de l'électricité parce que déjà, le tarif régulé de vente du gaz, il n'existe plus. Et donc, les fournisseurs offrent des prix et des contrats qui ne sont plus au tarif régulé, dont les prix sont fixés par les pouvoirs publics. L'évolution de ces dernières années a fait que les prix sont devenus assez volatiles et beaucoup de fournisseurs ne font des offres que sur 1 an, devant la situation qui leur paraît ou qui leur paraissait, parce que ce que je vous dis là est en train de changer. C'était plutôt une situation 2023 avec une situation donc instable du point de vue géopolitique et économique, avec la guerre en Ukraine, les flux de gaz dans le monde, etc. Et du coup, des risques, une grande incertitude. Apparemment, la situation est en train de se calmer du point de vue des ressources en gaz. Mais pour le moment, vous avez des fournisseurs, alors je le cite comme Iberdrola, qui ne font plus d'offres aux particuliers, et d'autres fournisseurs qui ne proposent qu'une seule offre, et ce sont des offres sur 1 an, et plus d'offres longue durée. Là encore, vous retrouvez ces fournisseurs dans les comparateurs énergie. Donc chaque mois, la commission de régulation de l'énergie, elle calcule un prix cible de kilowattheure avec une fourchette basse et haute.
Si vous allez sur le site internet de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, vous trouvez chaque mois une communication très officielle qui fixe ces prix. Ces prix sont des repères. Ils ne sont qu'indicatifs, ils ne s'imposent pas aux fournisseurs. Un consommateur aujourd'hui, il n'a que deux choix possibles, soit un contrat qui est indexé clairement sur le prix repère de la CRE, soit un contrat à prix marché qui va évoluer sur les prix de gros du gaz sur le marché. L'indexation sur les prix de la CRE veut dire que le prix de kilowattheure évoluera au même rythme que le prix repère de la CRE. Donc en général, c'est lissé quand même. Il peut y avoir des évolutions, des hausses, des baisses, mais qui sont relativement lissées. L'indexation sur les prix de gros, les prix de gros, ils peuvent augmenter. C'est un marché qui a été énormément chahuté en 2022-2023. Donc, à un moment donné, ça peut être très intéressant, mais sachez que quand vous avez ce type d'offre, eh ben, ça peut devenir très cher. Donc, que choisir? C'est positionner il y a déjà plusieurs mois en déconseillant quand même vivement ces offres parce qu'elles peuvent faire exploser la facture de l'usager en un rien de temps. Alors, je vous ai mis quelques offres là. Donc là aussi, vous avez une attention particulière à apporter, différentes offres. Et puis, je vous le redis pour la 4e ou 5e fois, j'en suis désolé, mais n'hésitez pas à aller voir les comparateurs. J'ai pris un exemple là d'offres pour des consommations entre 4 000 et 11 000 kWh par an, c'est-à-dire que ce sont quand même des consommations relativement importantes. Donc, c'est ce qu'on peut appeler une offre pour du chauffage, avec un abonnement et un prix de kilowattheure. Alors, vous avez, vous voyez, en commentaire, là, des offres à tarif fixe pendant 2 ans, des offres indexées marché de gros et des offres indexées chaque mois selon la formule de la CRE, ou une offre fixe 1 an. Donc, quand dire que les prix d'abonnement sur une année varient dans une fourchette d'une quarantaine d'euros par an, hein, entre 240 et 280 euros, avec des prix de kilowattheure différents. Donc là, vous voyez par exemple que l'offre de Total Énergie avec un kilowattheure à 10 euros 17 est particulièrement intéressante. Attention, c'est une offre indexée prix de marché. Donc, si le marché est calme, ce prix compétitif va peu évoluer. Si le marché vient à fortement fluctuer, le prix de 10 centimes, il peut prendre, il peut évoluer grandement, prendre 5-10%, voire plus d'un mois sur l'autre. Donc là aussi, pareil, ce sont vos usages, vos consommations antérieures qui devraient vous permettre de faire un bilan pour choisir ce qui vous semble être le meilleur contrat. Et puis, en fonction de vous, votre appétence au risque, préférez un tarif fixe plutôt qu'un tarif indexé au prix de marché. Un tarif indexé selon la formule de la CRE étant moins risqué qu'un tarif à prix marché. Et puis, utilisez les comparateurs. J'ai juste une petite remarque du coup. Oui. Par rapport au terme du coup indexé marché de gros chaque mois selon formule de la CRE, finalement il peut être un peu trompeur de se dire selon formule de la CRE, c'est pas la même chose qu'indexé chaque mois selon la formule de la CRE. Il y a une nuance entre les deux finalement. Je sais pas. Alors, marché de gros, chaque mois selon formule de la CRE. Le fait qu'il y ait cette mention selon formule de la CRE sur les indexés au marché de gros. Oui, alors écoutez, là, il faudra que je vérifie dans le détail. Je me demande s'il n'y a pas une coquille
dans un copier-coller, parce qu'effectivement, s'ils sont indexés au prix des marchés de gros, peut-être que la mention formule de la CRE est une erreur. Oui, je comprends. Donc je vérifierai. Je Très bien. vérifierai. Pour moi, il y a vraiment le marché de gros d'un côté et puis les formules de la CRE de l'autre. Et la formule de la CRE, comme je vous disais, elle est qu'indicative, mais quand même, elle donne un prix moyen, elle donne une fourchette basse, une fourchette haute, elle accompagne, on va dire, l'évolution. Alors que le marché, ça reste le marché. Si Total vous dit, bah moi j'ai racheté du gaz, c'est purement indicatif ce que je dis. Mais s'il vous dit j'ai racheté du gaz à plus 80%, et ben il peut augmenter son offre de 80%. Voilà. Mais il peut vous dire aussi la conjoncture est bonne, j'ai acheté une grosse quantité de gaz à moins 20% et du coup je baisse grandement mes tarifs. Ok, merci. Alors, là, c'est un point un peu plus général pour vous dire que, attention à, notamment quand vous avez autorisé à recevoir des communications ou des factures par mail, le code de la consommation, qui permet aux fournisseurs de modifier les contrats à condition de vous prévenir un mois à l'avance. Par exemple, la date anniversaire de votre contrat, c'est mars. En février, un bon mois à l'avance, le fournisseur est autorisé à vous envoyer un mail en disant votre prochain contrat, si vous continuez par tacite reconduction, verra son prix augmenter, diminuer. Voilà. Et les prix pourront varier, la durée aussi. Donc, on a des consommateurs qui se plaignent de ne pas avoir reçu de courrier et donc de ne pas avoir été clairement informés. Sachez que le code de la consommation permet d'envoyer des informations par mail pour autant que vous ayez coché une fois dans la vie de votre contrat que vous autorisiez ces échanges d'informations électroniques. Donc, la vigilance, elle doit être permanente parce qu'on a des demandes de conseil où malheureusement le consommateur ne peut pas vraiment réagir parce que à un moment donné, il a reçu cette information. Il peut quand même quitter son fournisseur à tout moment sans la moindre pénalité, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Ça vaut pour le gaz ou pour le gaz et l'électricité? Pour moi, ça vaut pour les deux. Et ça s'applique également pour l'augmentation du 1er février ou? Alors non, parce que alors au 1er février, vous pourrez toujours, comme à une autre date de l'année, vous pouvez toujours changer de fournisseur. Il n'y a pas de souci. Vous êtes libre de quitter un fournisseur. Mais sachez que l'augmentation des taxes de 10% va s'appliquer à tous les contrats. C'est-à-dire que si vous pensez qu'en allant vers un autre fournisseur, vous allez payer moins de taxes, ça par contre, ça ne marchera pas. Oui, mais du coup, cette obligation d'information, elle est pas, elle s'applique pas pour l'augmentation du 1er février. Si on n'a rien reçu, c'est pas pour autant qu'on l'aura pas, en fait, c'est d'accord. Non, parce que alors, j'ai peut-être pas été assez précis, mais vous savez, je vous ai dit, il y a 3 postes, il y a abonnement, prix et taxes. L'obligation d'information, c'est abonnement et prix de l'énergie. Les taxes, c'est décidé par les pouvoirs publics. Donc les fournisseurs, ils sont pas tenus à une obligation un mois à l'avance, puisqu'ils s'en sont pas à l'origine. D'accord, merci. Est-ce que alors, on parle du bouclier tarifaire gaz.
Alors, on est un peu sur l'histoire, puisqu'on parle plutôt de 2023. Donc, il y a eu un bouclier tarifaire gaz mis en œuvre en 2023 qui a permis de fixer une référence au calcul de l'aide assurée par les pouvoirs publics. Ce qui a permis à 12 millions de ménages, alors non, ça c'est encore un autre sujet, c'est sur le chèque énergie, ce qui a permis de limiter les factures, les fournisseurs allant chercher cette aide de l'État, se faisant rembourser de l'aide de l'État et vous remboursant par un avoir sur votre facture. Ça s'est fait en 2 temps, vous voyez. Par ailleurs, il y a eu un chèque énergie de 100 ou 200 euros selon les revenus en 2023, ce chèque énergie a profité à 12 millions de ménages. Et le bouclier tarifaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a été étendu aux consommateurs résidentiels, c'est-à-dire des immeubles collectifs, des copropriétés qui consommaient plus qu'un simple particulier. Pour 2024, l'aide est prévue en faveur de l'habitat collectif. J'ai pas trouvé de bouclier tarifaire 2024 pour des particuliers. Quand je dis particulier, c'est y compris des gens qui habitent dans du collectif, mais qui ont un contrat gaz avec une chaudière individuelle ou un contrat ELEC pour leurs propres usages. Justement, tant qu'on parle copropriété, il y avait une question qui avait été posée dans le chat, ça revient au type d'offres qu'on évoquait. S'il y avait des offres, si peut-être on avait des retours d'expérience à partager sur des types d'offres plus adaptés à des copropriétés. Donc j'imagine là, en chauffage collectif, chauffage eau chaude au gaz. Est-ce qu'il y avait des types d'offres, plus adaptés pour les copropriétés? Écoutez, là, pour moi, le sujet, il est assez identique, c'est-à-dire qu'il faut aller sur un comparateur et puis rentrer les consommations annuelles, évoquer, indiquer s'il y a du chauffage, de l'eau chaude, voilà, enfin les usages. Et puis après, le comparateur, soit d'Info Énergie, soit de Que Choisir, il va sortir les offres qui seront en fonction des usages les mieux adaptés. C'est la même approche. OK, merci. Alors, je ne sais pas si ça vous concerne, mais en marge des fournisseurs de gaz et d'électricité, je me suis autorisé à rappeler un peu quelles avaient été les décisions sur le remplacement des chaudières. Parce que notamment sur les particuliers qui ont soit alors plutôt un pavillon des anciennes chaudières à fioul, ou des particuliers pour le gaz qui peuvent être aussi dans des copropriétés, ça peut les impacter. Après une annonce d'interdire les chaudières à gaz dans le parc immobilier existant, le président de la République a pris le contre-pied. Et donc, si vous avez une chaudière à gaz individuelle ou une chaudière à gaz collective dans le cadre d'un immeuble, en cas de panne de la chaudière ou de fin de vie de la chaudière, ces chaudières pourront être remplacées. Elles ne sont pas, leur remplacement n'est pas interdit comme il avait été évoqué récemment. Pour le fioul, c'est un peu différent. L'interdiction d'installer une chaudière fioul est déjà en vigueur, que ce soit pour les bâtiments existants et pour les bâtiments neufs. Chaque consommateur qui a une chaudière fioul peut conserver sa chaudière fioul, la faire entretenir, donc l'utiliser jusqu'à la fin de vie de l'appareil. Pour changer une chaudière fioul existante qui sera en fin de vie et la remplacer par une chaudière fioul neuve, alors il y a des conditions qui sont à respecter, notamment avoir une attestation comme quoi il n'y a pas de raccordement possible à un réseau de chaleur,
ou de gaz naturel, et qu'il n'est pas possible d'avoir une puissance supplémentaire d'électricité par le réseau de distribution. Donc là, vous avez une justification obligatoire d'un professionnel. Alors pourquoi dans un cas? Parce que si vous avez une chaudière fuel avec possibilité de vous raccorder au réseau de gaz naturel, eh bien, vous aurez à le faire. Vous n'aurez pas le droit d'installer une nouvelle chaudière fuel neuve. Et puis, si vous avez un réseau qui vous permet d'avoir plus de puissance et d'installer, par exemple, une pompe à chaleur, eh bien, vous n'aurez pas le droit non plus de remplacer votre vieille chaudière fuel par une chaudière fuel neuve. Voilà. Donc, ça sont les règles générales. Ça s'étudie au cas par cas et il faut vraiment la justification d'un professionnel compétent pour pour être sûr de la bonne application de la réglementation. Et pour donner un exemple, ça peut être une structure comme Enedis, par exemple, d'un point de vue puissance du réseau de distribution d'électricité? Je pense que le professionnel, alors je ne sais pas si, pour tout vous dire, s'il va faire lui-même la demande auprès d'Enedis ou s'il va demander au consommateur de faire la demande. Mais effectivement, il faudra forcément obtenir du distributeur Enedis ou d'une régie l'information comme quoi la distribution d'une puissance supplémentaire est possible ou, le cas échéant, est impossible. D'accord. Donc le message, c'est attention à ne pas prendre le sujet à la légère pour se retrouver après en difficulté vis-à-vis d'un contrôle éventuel de l'administration. Alors, comprendre sa facture d'électricité, je vous ai mis là quelques exemples que je vous propose de parcourir. J'espère que ça sera visible. C'est tout juste visible, notamment au niveau des prix. Bon, ça ne change pas énormément par rapport aux tarifs que je vous ai indiqués tout à l'heure, hein. Vous retrouvez une structure de facture avec en haut un abonnement, en dessous des consommations avec des périodes de consommation. Alors on voit la période heure creuse, puis la période heure pleine, avec les index des compteurs, et puis l'énergie dans la troisième colonne, là, les chiffres, et puis après les prix de l'énergie applicables, ça c'est hors taxe. Et puis ensuite, vous avez, ça c'est le total de la consommation. En dessous, vous avez le total de tout ce qui est contribution d'acheminement et taxe sur l'énergie. On les reverra tout à l'heure. Donc, contribution tarifaire à l'acheminement, etc. Et puis, la TVA qui a été citée sur la colonne de droite à 20%, et puis d'autres taxes à 5,5%. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, au 1er février, c'est ce troisième pavé des taxes qui va être impacté. Donc, cette offre, c'était une offre une offre de consommateurs adhérents à l'UFC Que Choisir, une puissance souscrite de 9 kVA avec des heures pleines, des heures creuses. Vous voyez, les heures creuses de 23h30 à 7h30. Des heures pleines le reste du temps. C'était une offre d'un an, du 1er novembre 2022 au 31/10/2023. C'était une offre verte avec des garanties d'origine sur l'électricité verte, avec des pourcentages d'énergie hydraulique, d'énergie éolienne et d'énergie solaire. La plupart du temps, alors c'est pas en couleur, mais la grande partie là du fromage, si je puis dire, les 63%, c'est de l'énergie hydraulique. Donc voilà un type d'offre énergie verte proposée par un fournisseur avec les différents pavés, abonnement, consommation, taxes. Alors, je vous ai remis quelques explications sur les taxes. C'est assez complexe, hein, ces taxes.
Je ne sais pas si on va les revoir dans le détail, mais la taxe qui va remonter, là, c'est la CSPE. Son montant était limité à 0,1 centime par kilowattheure. Ce montant avait été écrasé par le gouvernement pour, on va dire, ne pas trop impacter le pouvoir d'achat des ménages. Et cette taxe a le risque de remonter alors à l'ancienne valeur, 2 centimes 25. Et donc, ça fait une augmentation de plus de 2 centimes sur 1 kWh autour de 20 centimes. Donc, on est bien aux 10% qui ont été cités par le ministre et dont je vous ai rappelé tout à l'heure. Et une TVA de 20% sur les consommations et une TVA qui s'applique sur les taxes. Donc, c'est toujours c'est un sujet pour les associations de consommateurs qui disent, mais vous vous rendez compte, vous mettez une TVA sur des taxes. Bah, c'est le cas, puisque vous avez 5,5 sur la contribution tarifaire d'acheminement et 20% sur la CSPE et la taxe de consommation finale d'électricité. Pour la facture de gaz, donc un peu le même exercice. Malheureusement, ça va peut-être pas être complètement, comment dire, clair, mais un peu plus quand même côté couleur. Donc là, je vous ai pris une facture qui est un peu plus ancienne, qui date plutôt. Alors, il y a une petite erreur, aller du 20/11/2021 au 20/10/2022. Le 0,1, le 10, il s'est transformé en 0,1, je le corrigerai. Donc là aussi, vous avez un contrat donc avantage gaz avec un compteur communicant, un abonnement, total abonnement, vous le voyez, avec le montant et la TVA, des consommations. Alors le gaz, il est comptabilisé en mètres cubes. Donc vous avez une consommation selon les index relevés de 500 mètres cubes. Et il y a un coefficient qui donne l'énergie par mètre cube de gaz, qui transforme les mètres cubes de gaz en kilowattheures. Et du coup, vous avez une consommation qui est indiquée à 5615 kWh avec un prix d'énergie donné. Ça vous donne le montant de l'énergie. Et là aussi, vous avez des taxes et des contributions avec une contribution tarifaire d'acheminement et puis des taxes derrière sur l'importation de gaz naturel, la ATI, CGN. Voilà. Donc, c'est toujours le même principe. Regardez vos factures. Vous avez toujours ces 3 pavés. Alors là, l'abonnement, je ne peux pas vous dire pourquoi je l'ai remis, parce que je l'avais mis en haut. Donc, vous pouvez revenir sur le transparent précédent, s'il vous plaît. Vous voyez, l'abonnement, il apparaît 2 fois parce que je modifierai, là, il y a une petite coquille. Il est sur le pavé du haut déjà, 17,50 € hors taxe. Et sur le slide suivant, bah, c'est la même chose. Donc, c'est plutôt juste une redite. Et quand vous avez un nouveau contrat, l'abonnement est payable d'avance, alors que les consommations, elles sont l'énergie consommée d'abord et facturée ensuite. Après, dans le jargon des tarifs gaz, vous avez des différents seuils qui peuvent varier d'un fournisseur à l'autre quand même des fois. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'11 000 kWh, de 4 000. Vous voyez, donc les fourchettes sont pas tout à fait les mêmes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez juste de la cuisson, une plaque à gaz, eh ben, vous pouvez prendre vraiment un tarif dit de base avec un abonnement qui est plutôt bon marché. Et puis après, vous changez d'abonnement en fonction de vos usages. Si vous avez une plaque à gaz et de l'eau chaude à gaz avec une chaudière, eh ben, c'est plutôt un abonnement un peu plus important. Donc, il fait référence à un tarif qui s'appelle le B0. Après, si vous avez un chauffage individuel, on va être plutôt sur des prix de kilowattheure un peu moins chers, mais un abonnement un peu plus cher.
et donc des consommations plus importantes. Et puis après, si vous avez une petite chaufferie, et là on retrouve plutôt du collectif, à ce moment-là, vous avez des consommations encore plus fortes. L'abonnement va être plus cher, mais le prix du gaz va être un peu moins cher, ce qui fait que ça optimise le couple abonnement plus prix de l'énergie. Il existe aussi différentes zones avec des bases, des tarifs un peu différents. Voilà, je vous ai mis pour mémoire des zones. Voilà, la zone 2, par exemple, la région parisienne, c'est zone 2 avec 1990 villes qui sont dans la zone considérée. C'est plutôt pour mémoire, vous n'avez pas le choix puisque la zone, elle sera indiquée sur votre facture, mais ça vous permet de dire, tiens, bah oui, ok, j'ai compris, je suis en zone 2 sur la région parisienne. Ça lève un peu la question. Sur la consommation, donc j'ai pris le pavé de la consommation où vous voyez d'abord des relevés en mètres cubes et puis une conversion des mètres cubes en kilowattheure. Et puis les taxes, pareil. Moi, je ne sais pas si ça vaut le coup de les reprendre une par une. On en a parlé tout à l'heure, c'est le pavé taxe avec des taxes dont le nom est un peu différent, mais vous avez quand même que l'électricité, vous avez quand même la contribution tarifaire d'acheminement, et puis la taxe intérieure sur les consommations de gaz et la taxe à la valeur ajoutée. Une explication sur les taxes et puis des montants qui sont appliqués. Voilà, sur les fournisseurs, les différents tarifs et mieux comprendre sa facture. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Oui, moi j'aurais une question. Au vu des connaissances que vous avez et de la volatilité du coup du prix du gaz, est-ce que vous conseilleriez de passer en tout électrique ou vous savez pas? Ah, alors, ça c'est encore une autre question. Aujourd'hui, si vous voulez, moi j'ai tendance à considérer qu'il faut éviter l'affolement. Il y a encore des tarifs, là, le marché du gaz s'est bien calmé. Mon premier conseil, ce serait de dire, aller vers des prix les plus fixes, parce qu'il y a quand même quelques offres à prix fixe. Donc, ça vous permet déjà de limiter vos risques. Hein, un prix fixe 1 an, écoutez, ça vous permettra de voir pendant 1 an. Après, passer du gaz à l'électricité, ça suppose quand même des décisions si vous êtes en copro. Vous ne pouvez pas vous séparer. Alors, soit vous avez du chauffage collectif, excusez-moi, je mets mes idées en place, et vous ne pouvez pas vous séparer du chauffage collectif comme ça. Donc, ça suppose une approche assez compliquée en assemblée générale. C'est des modifications qui vont demander du temps. Soit vous êtes en chauffage individuel gaz, et là, il faudra quand même vous assurer que votre desserte en électricité va supporter l'augmentation de puissance. Parce que le câble qui alimente par exemple votre logement, il peut être suffisant pour alimenter l'éclairage, les prises de courant, éventuellement un four électrique, peut-être pas de rajouter de l'eau chaude électrique ou du chauffage électrique. Donc déjà, est-ce que le câble d'arrivée chez vous, il va être suffisant? C'est une vraie question. Et après, si vous pensez à ça, il faudra quand même, à un moment donné, passer des câbles dans les murs pour alimenter d'éventuels convecteurs électriques
ou mettre une pompe à chaleur quelque part, et vous ne pourrez pas l'installer comme ça si vous êtes en collectif. Même si vous avez un balcon, ça, je pense qu'il faut, enfin, je suis certain qu'il faut des autorisations. Ça va être contesté, ça va être compliqué parce que c'est des décisions qui sont à prendre en assemblée de copropriétaires, c'est difficile. Donc, ce sont des solutions. Passer en électrique, c'est possible, moyennant les précautions que je vous ai indiquées. Ça va être onéreux, ça va prendre du temps. Et je pense que si ça se fait, ça doit se faire de façon réfléchie, sans affolement, parce que les tarifs du gaz, là, sont quand même un peu plus calmes et vous pouvez bénéficier d'offres à prix fixe qui vous permettent de limiter vos risques sur le court terme. D'accord, merci. J'avais peut-être une petite question Et aussi, par curiosité. Est-ce qu'à l'image des offres vertes, en électricité, on a un peu des offres équivalentes, par rapport à la biométhanisation, notamment sur le réseau de gaz? Est-ce qu'il y a du coup des tarifs de gaz, qui peuvent être un petit peu vendus comme des offres vertes, un peu comme à l'image de l'électricité? oui, alors j'en ai regardé en préparant, je ne l'ai pas cité, mais j'aurais pu le faire. Vous avez des offres avec 5% de biogaz. Il me semble que j'en ai vu une aussi avec 15% de biogaz. Donc des offres dites vertes. OK. Le biogaz étant produit dans des installations de proximité et injecté sur le réseau géré par GRDF. Et j'avais envie de poser une question à la personne précédente. Quand vous pensez au basculement, vous faisiez référence à un appartement, à une maison. Est-ce qu'il y avait déjà un peu des idées derrière votre question? Oui, alors c'était par rapport à une maison et mon idée notamment, c'était la pompe à chaleur, effectivement, vous en avez parlé. C'était de savoir si en fait, au vu de tous ces changements, que ce soit aussi bien de l'électricité et du gaz, est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer, sur une pompe à chaleur? Est-ce qu'il vaut mieux garder une chaudière au gaz? Enfin, dans une maison donc, où on a une totale, liberté en fait, finalement. Oui. Alors, déjà là, je pense que c'est un sujet qui va revenir sur le webinaire de février. Il y a des organismes qui vous permettent de faire des bilans sur les solutions les plus appropriées à votre cas. Et c'est intéressant, je pense, avant de se lancer sur une vraie modification, de prendre un temps de réflexion sur qu'est-ce qui est le plus adapté à mon cas. Sachez par exemple que les fournisseurs de chaudières à gaz, ils ont bien compris, entre guillemets, le danger de la pompe à chaleur. Et ils proposent, par exemple, des pompes à chaleur intégrées avec comme nouveau produit, avec des chaudières gaz. Ce sont des blocs. Et vous avez dans un même bloc, on va dire dans l'équivalent d'un gros réfrigérateur, une pompe à chaleur qui va se raccorder sur l'extérieur, et puis une petite chaudière gaz qui va faire la pointe l'hiver, les jours où il fera le plus froid. Donc ça, c'est proposé comme produit par des fournisseurs de chaudières à gaz. Après, si votre chaudière gaz n'est pas à bout de souffle, ça peut valoir le coup de regarder de très près, de dire eh ben, moi je vais la garder pour les jours les plus froids, mais je vais passer à l'élec parce que du coup j'aurai un meilleur coefficient, un meilleur rendement la plupart de l'année, et je vais être avec un rendement de 2,5-3. Donc à la louche, si vous avez un tarif d'électricité à 20-24, vous divisez par 2,5-3, vous allez vous retrouver à 8-10 centimes. En gaz, vous serez peut-être à 13. Donc vous aurez peut-être fait quand même une économie substantielle. Mais dans ce cas-là, vous avez intérêt peut-être à garder votre chaudière à gaz pour les périodes les plus froides, parce que dans les périodes les plus froides de l'hiver, c'est quand même là où la pompe à chaleur a un rendement qui s'écroule un peu, et du coup, vous allez fournir
de la chaleur à votre installation avec une pompe à chaleur qui n'est pas optimale. D'où mon conseil de se poser un peu et puis d'avancer quand même avec un bilan réalisé par des professionnels, l'ADEME ou autres, mais M. Debloc en reparlera mieux, je pense, en février. D'accord, merci beaucoup. Du coup, pour apporter quelques éléments, mais en tout cas, ce qui est surtout aussi important de se rappeler avec un équipement de chauffage, c'est que le rôle du chauffage, il est bien de, comment dire, de ramener dans le logement finalement toutes les déperditions de chaleur qui sortent par le toit, par les murs, par les fenêtres, pardon, par le plancher bas. Quel que soit le chauffage, hein, son fuel, gaz, électricité, son rôle, ce sera de combler à toutes les déperditions de chaleur. Et c'est là où il faut être vigilant parce que une pompe à chaleur, n'est pas forcément la réponse, miracle, dans le sens où, si un logement est particulièrement déperditif, la pompe à chaleur, elle fera, du mieux qu'elle peut, mais si le besoin de chauffage est important, effectivement, le rendement de la pompe à chaleur, il a tendance à diminuer et c'est là où, par rapport à l'investissement que ça peut représenter, on rentabilise pas forcément, rapidement ce genre d'équipement-là. Donc il faut aussi être vigilant sur, l'état d'isolation finalement en général du logement. Et faire attention aux coups de communication, parfois très, très incitatifs pour se tourner vers la pompe à chaleur. Vous, vous verrez en vous documentant un peu qu'en général, les premiers postes qui sont conseillés sont l'isolation en toiture. Je pense que c'est 30% des déperditions. Et puis pour ceux qui ont des fenêtres qui datent un peu, qui sont pas en très bon état, du double vitrage. Parce qu'il y a les déperditions, mais aussi il y a le confort, on va dire, général. Et effectivement, si vous êtes sur un bâti qui est peu isolé, une pompe à chaleur, elle ne fera pas de miracle, parce qu'il faudra quand même fournir, comme disait M. Debloc, l'énergie nécessaire pour chauffer cette maison peu isolée. Donc, c'est de là où moi je dis toujours, n'hésitez pas à prendre un peu votre temps et avoir une réflexion globale. Une offre à prix cassé sur une pompe à chaleur, ça peut paraître intéressant, mais c'est peut-être pas la solution. Voilà, je rebondis sur ce qu'a dit M. Debloc. Merci à tous les deux. Donc, je vous repasse sur la maîtrise de l'énergie. Je pense que je vous repasse la parole, M. Debloc. Alors effectivement, de toute façon, on va bientôt arriver effectivement sur la fin, mais je dirais qu'effectivement, par rapport à ce qui a été évoqué là sur, le gaz, et l'électricité, il y avait pas mal de questions sur finalement, le choix, quelle offre serait la plus adaptée et donc on a effectivement, évoqué la différence déjà entre le cas de figure où, on habite déjà le logement et on souhaite changer, mais en ayant un historique, accessible finalement, versus la solution plutôt où on emménage dans un nouveau logement, où là, on va avoir beaucoup moins d'historique et de retour d'expérience sur les usages du bâtiment. Mais lorsqu'on a cette option de pouvoir, comment dire, accéder à un historique et d'analyser, effectivement, avant de se précipiter dans des changements de fournisseurs, c'est d'abord, bien entendu, de partir de l'existant, de partir des consommations, actuelles. Et là, on parlait d'électricité et de gaz. Donc, vous devez sans doute reconnaître ces 2 compteurs-là, qui sont, à l'écran, à savoir le compteur, Linky pour l'électricité, donc, de couleur verte et le compteur, Gaspard en orange pour, le gaz. En l'occurrence, ces compteurs sont ce qu'on appelle des compteurs communicants et ils vont vraiment avoir cet intérêt, de pouvoir vous donner, l'information, précise des consommations, dans votre logement et donc ça, c'est des services qui sont, complètement gratuits pour les occupants, du logement finalement. Si vous avez ces compteurs, vous avez la possibilité d'aller, sur le site internet, alors d'Enedis pour le Linky et de GRDF pour le Gaspard et je reprécise, hein, mais Enedis et GRDF ne sont pas des fournisseurs, d'électricité ou de gaz, hein, c'est des gestionnaires de réseau. Enedis, voilà, gestionnaire du réseau électrique, et GRDF, gestionnaire du réseau de gaz, donc ce ne sont pas des fournisseurs. Donc
le fait d'aller sur leur site internet pour se créer un compte, ça n'aura aucune incidence finalement sur votre contrat. Mais par contre, l'intérêt, il va être de pouvoir aller récupérer des données sur les consommations. Et un exemple, bon, pour le compteur Enedis, sur le site, le compteur Linky, pardon, sur le site d'Enedis, vous pouvez retrouver des courbes de consommation. Et il y a notamment une courbe qui est assez intéressante, c'est la courbe de puissance. On parlait tout à l'heure de contrats qui pouvaient être en 6 kVA, 9 kVA, dépendamment des besoins aussi. Eh bien, parfois, on a un contrat qui peut être surdimensionné. L'outil proposé par Enedis, il peut permettre de vérifier ça, c'est-à-dire de voir finalement chaque jour de l'année quelle a été la puissance maximale qui a été appelée par le logement. Et parfois, on peut se rendre compte finalement qu'on a un contrat qui est surdimensionné par rapport aux besoins, c'est-à-dire un contrat par exemple à 9 kVA, alors qu'on se rend compte qu'on ne dépasse jamais les 6 lorsqu'on analyse ces consommations. Et c'est pas seulement des courbes de puissance comme ça qui sont indiquées, c'est aussi les consommations d'énergie cette fois, donc en kilowattheure, là pour le coup. Et là, ça permet vraiment d'identifier de manière assez précise. Alors ça peut être année par année, mais on peut descendre mois par mois, semaine, jour et même jusqu'à une tranche horaire pour identifier les périodes dans l'année où on consomme le plus, mais aussi les périodes dans la journée pour voir un petit peu les habitudes de consommation, les usages et pouvoir mettre un petit peu des chiffres derrière toutes ces consommations parce que pour pouvoir prendre, disons, des décisions les plus réfléchies et les plus pertinentes, c'est indispensable, je pense, d'avoir une connaissance de l'actuel, finalement, de l'existant. Donc les factures, c'est une chose pour ça. Parfois, les factures, elles arrivent quand même à des fréquences qui sont un petit peu éloignées, ce qui ne permet pas forcément de préciser les choses, mais ces compteurs communicants, ils ont aussi cet intérêt. Et Gaspard, c'est la même chose. Gaspard va vous donner vos consommations de gaz à des échelles de temps plus ou moins longues. Ça peut être à l'année, mais au mois, au jour. Donc c'est assez intéressant à aller identifier finalement comme information. Et d'ailleurs, voilà, le compteur Gaspard va vous comparer, si vous êtes dans le logement déjà depuis un certain temps, va comparer par exemple le mois de janvier 2024 par rapport au mois de janvier 2023. Et ça va aussi vous indiquer les informations de température extérieure, donc de météo, pour voir s'il y avait peut-être un lien avec une température particulièrement froide ou pas, pour essayer d'identifier si justement comment on évolue déjà sur son propre logement au fil du temps. Et puis, ça fait des comparaisons aussi par rapport à des logements. Voilà, est-ce que son logement est plutôt énergivore ou assez peu énergivore finalement. Mais une fois que l'identification un peu du profil de consommation, que ce soit d'électricité ou de gaz, finalement, c'est de là qu'on va partir un petit peu sur un choix de tarif qui serait le plus approprié. Et donc là, voilà, comme on a dit, hein, les tarifs de gaz et d'électricité, rappelez-vous que c'est toujours ces trois blocs finalement qui sont l'abonnement, le prix de l'énergie et les taxes. Et effectivement, et là, corrigez-moi si je me trompe, hein, monsieur Vénuat, mais effectivement, si les consommations sont relativement faibles, que ce soit pour l'électricité ou pour le gaz, la stratégie est plutôt de viser des abonnements avec un tarif de l'énergie qui est certes pardon, un petit peu plus élevée, mais avec un abonnement plus faible, si les consommations s'avèrent être assez faibles. Alors qu'à l'inverse, si on a des consommations qui vont être particulièrement importantes, là, la stratégie sera plutôt de viser certes un tarif qui va avoir peut-être un abonnement un petit peu plus élevé, mais qui, au prix de l'énergie, va s'avérer être plus intéressant. Ça va être des stratégies différentes à adopter en fonction du profil du logement. Mais ces compteurs ont vraiment un intérêt, ces compteurs communicants peuvent vraiment vous apporter de l'information pour vous aider dans votre décision. Oui, absolument, absolument. Je crois me rappeler que j'avais fait un petit comparatif peut-être en dessous, sur le transparent suivant ou alors en dessous des compteurs. Oui, alors on va pas revenir sur les avantages dans le détail puisque Monsieur Debloc en a parlé. Ces compteurs communicants, ils permettent à un client, à un consommateur de devenir plus averti sur sa consommation. Donc le suivi est facilité et il permet de bien ajuster son contrat à ses usages, donc notamment à travers la puissance. Est-ce que j'ai pas pris un abonnement, un contrat avec un abonnement, une grosse puissance alors que je l'utilise pas. Par contre, il y a quelques inconvénients.
Je les ai cités pour mémoire. Il y a eu quelques dysfonctionnements qui sont soumis, souvent mis en avant dans la presse ou par certaines associations. Les cas en nombre restent rares. Sachez que si vous avez refusé le compteur Linky et que vous n'avez pas transmis vos index de consommation depuis un an, eh ben, vous serez assujetti à payer une somme supplémentaire de 8,30 € tous les 2 mois au titre de votre comptage spécifique. Et ceci est réglementaire et se veut incitatif pour pousser les gens à prendre le compteur Linky, ce qui permettra des relèves, on va dire, automatiques grâce à la liaison numérique. Alors, là, on va arriver à la fin de la présentation. L'idée, voilà, ça fait, un peu plus d'1 heure et quart qu'on est lancé. Ça va pas être de partir sur, toute une présentation, sur les éco-gestes notamment. Ça, vous n'êtes pas sans savoir, mais ça fera partie d'un prochain atelier qui va arriver au mois de février, à la fin du mois de février, qui est proposé également aux participants du défi énergie. Donc l'idée, c'est pas forcément de faire tout un listing ce soir. On a déjà évoqué pas mal de sujets, donc moi je vais rapidement conclure. Alors je vais juste changer de diaporama, mais déjà peut-être avant, est-ce que vous avez des questions là par rapport à ce qui a été évoqué jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des questions spécifiques ou des remarques à faire avant que je passe à la suite? Et je suis bien évidemment preneur de vos retours. Est-ce que j'ai des points, au-delà des coquilles que j'ai bien repérées, mais est-ce qu'il y a des points qui vous ont semblé un peu confus dans mon explication, etc. N'hésitez pas à vous exprimer. J'ai pas de souci là-dessus pour améliorer la présentation et améliorer ma présentation, évidemment. Non, c'est très clair, merci. En tout cas, oui, je partage également cet avis-là, qu'effectivement, ça a permis de clarifier quand même pas mal de sujets, puis d'avoir des exemples un peu concrets, c'est particulièrement intéressant pour y voir un peu plus clair au milieu de tous ces fournisseurs qui existent. C'est vrai, aujourd'hui, on peut vite s'y perdre au milieu de tous ces fournisseurs et de tous ces termes un petit peu techniques employés autour du gaz et de l'électricité. Ok, merci. Alors, je fais juste un changement rapide, je l'espère, de diaporama. Mais comme je vous disais, là, on arrive sur la fin. Ça va être simplement pour conclure. Hop. Hop, c'est bon. De toute façon, comme on a dit, voilà, là, l'atelier de ce soir, c'était vraiment centré sur cet aspect de comment dire? De compréhension de ces factures, d'énergie, d'électricité et de gaz. Voilà, comprendre ces factures, comprendre les tarifs, comprendre un petit peu les termes et voir un petit peu les stratégies qui peuvent être les plus, adaptées à son cas de figure. On l'a vu, il y a des outils là qui vont être particulièrement intéressants à solliciter pour ça, à savoir donc ces compteurs communicants pour vraiment, partir partir de l'existant et voir quel profil finalement de consommateur on est, pour derrière prendre les décisions qui vont être les plus, judicieuses. Et ça, je vous invite vraiment comment dire? À être curieux vis-à-vis de ces boîtiers qui certes, voilà, ont eu pas mal de réactions finalement lors de leur, installation. Maintenant qu'ils sont installés, profitons-en quand même des intérêts qu'ils ont, vis-à-vis de cette communication de données, assez précises. Comme je disais, parfois, voilà, on a des consommations, assez importantes dans un logement qu'on n'arrive pas forcément à expliquer, d'avoir
des consommations horaires. C'est assez intéressant pour identifier justement à quelle heure on a des pics de consommation pour derrière essayer finalement de mener l'enquête et de voir à quel usage ça peut être associé. Donc ces compteurs-là sont, voilà, sont vraiment un outil pour bien se situer d'un point de vue consommation, gaz, électricité. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les sites GRDF et Enedis. N'hésitez pas, si vous avez des difficultés par rapport à ça, à m'en faire part, hein. Vous avez tous mon contact de toute manière, donc n'hésitez pas. S'il y a des difficultés par rapport à ça ou besoin d'accompagnement, je pourrais vous aider. Et derrière, ben, j'en referai part, mais dans le cadre du défi énergie, il y a donc toute une série d'ateliers qui va être déployée, et il y en aura un notamment qui sera dédié justement sur maintenant des exemples voilà, d'astuces, de gestes à mettre en place chez soi, sans forcément avoir à tout révolutionner. Voilà, on donnait l'exemple là d'un changement complet de système de chauffage, donc ça va être déjà une réflexion un petit peu plus, qui va nécessiter, comment dire, une réflexion un petit peu plus importante. Là, il y aura un atelier qui sera centré sur effectivement les éco-gestes à appliquer dans le logement, un petit peu dans toutes les pièces du logement. On parlera, gaz, électricité, mais pas que finalement, on parlera aussi, d'eau, par exemple. Là, je vais simplement terminer en vous rappelant que dans le cadre du défi énergie, vous avez la possibilité de me solliciter pour emprunter la mallette Mesure Home. Je vais voilà, rapidement la présenter, mais cette mallette, elle vous est prêtée pendant un espace de 15 jours. Alors, c'est selon la disponibilité aussi, c'est-à-dire que si moi, elle est disponible et que personne n'en réclame, que je n'ai pas une liste d'attente très longue, j'ai aucun problème à vous la laisser plus longtemps, bien entendu. Mais voilà, cette mallette, elle va être équipée de différents équipements qui sont présentés. Alors de gauche à droite, pour aller rapidement, on va avoir un thermomètre infrarouge, un thermomètre de surface, et ça c'est particulièrement intéressant pour identifier la température des parois autour de soi, les murs, les fenêtres, les portes, pour identifier des zones un peu plus froides que d'autres finalement. On en parlait tout à l'heure, voilà, on parlait d'isolation. Eh bien, c'est vrai que ça c'est important parce que une notion qui est souvent un petit peu finalement ignorée ou pas forcément bien assimilé, c'est que le corps humain ne prend pas qu'en considération finalement cette température ambiante de l'air, qui est, finalement celle qu'on connaît le mieux et sur laquelle on va beaucoup baser son ressenti. Mais en fait, le corps humain va bien aussi prendre en considération la température des surfaces autour de soi, et c'est un petit peu la moyenne entre température ambiante et température de paroi, donc tous ces murs, toutes ces fenêtres qui rayonnent autour de nous, eh bien le corps humain va les ressentir, et donc le confort thermique ne dépend pas que de la température ambiante. Donc cet outil-là, il est assez intéressant pour aller un petit peu enquêter sur les murs qui peuvent être un peu plus froids que d'autres chez soi, pour identifier voilà, des zones un peu plus froides sur lesquelles il y aurait peut-être du travail à effectuer. Juste à côté, le bol débitmètre en bleu, donc là, ça va être centré sur l'eau, cette fois. Connaître le débit d'eau qui sort des robinets chez soi, également intéressant parce que voilà, c'est pas tout le temps qu'on a la possibilité de pouvoir mettre un chiffre finalement en litres par minute de ce qui sort des robinets, et ça peut surprendre parfois de voir qu'on a des valeurs qui tournent, autour de 10 litres par minute, voire plus, et donc il y a des actions à entreprendre derrière pour, réduire drastiquement toutes ces consommations-là. Juste à côté, au milieu, donc là, on va avoir ce qu'on appelle un moniteur de qualité de l'air. Alors, il va faire plusieurs choses. Il va donner des informations de température ambiante cette fois. Donc voilà, je parlais de température de surface au début. Là, ce sera la température ambiante, donc de l'air, avec une petite sonde ici que je vous invite à déplacer dans les différentes pièces de votre logement, voire dans le frigo pour regarder voilà, à quelle température on règle le frigo, mais à quelle température on règle aussi les différentes pièces d'un logement, parce qu'on ne régule pas de la même manière partout. Et ça, c'est un outil qui est assez intéressant pour ça. Et les 2 autres informations qui figurent dessus, c'est le taux d'humidité en haut à droite et le taux de CO2 dans l'air. Donc là, ça va être plutôt de l'information, le taux de CO2 pour la qualité de l'air et est-ce qu'on a un bon renouvellement d'air finalement. Et l'humidité, ben, également, savoir si on a un taux d'humidité qui est dans les recommandations, à savoir aujourd'hui plutôt entre 40 et 60% les recommandations sur le taux d'humidité, en sachant qu'un logement trop humide, ben, c'est un logement qui est aussi plus énergivore à chauffer. En plus de pouvoir créer des problèmes d'humidité, de moisissure, ben, c'est aussi un logement qui doit plus consommer d'énergie pour pouvoir chauffer. Donc voilà, c'est également un outil assez intéressant à utiliser. Juste à côté, le wattmètre. Wattmètre, très intéressant aussi. On parlait de consommation d'électricité, donc voilà, on parlait de puissance notamment, de puissance de contrat, qui pouvait être liée à des appareils dans le logement particulièrement puissants, mais finalement, des fois, on a du mal à chiffrer un petit peu tout ça. Bah, le wattmètre, ça permet clairement, vous voyez, c'est un petit équipement qu'on va brancher sur le mur et on va brancher un équipement dessus, et ben, ça donnera sur le cadran une information de puissance. Voilà un exemple, mais je branche
mon wattmètre au mur et je vais mettre dessus mon micro-ondes et je vais lancer un programme pour réchauffer un plat. Et ben, on va voir quelle puissance en watts le micro-ondes finalement va appeler sur le réseau. Et puis on va même voir l'énergie cette fois en wattheure ou kilowattheure, bon, dépendamment de la durée où on le laisse brancher, l'énergie consommée par l'appareil. Donc c'est assez intéressant pour se rendre compte chez soi, comme on a tendance à avoir de plus en plus d'appareils électriques dans un logement. Aujourd'hui, voilà, on a beaucoup d'appareils connectés, beaucoup d'appareils électriques. Et bah, ça permet de pouvoir un peu les situer en termes de consommation. Et puis, un exemple aussi, c'est les veilles. Toutes les veilles qu'on peut avoir dans un logement, les identifier via cet outil. C'est assez intéressant de mener l'enquête. C'est pareil, c'est pas forcément un outil qu'on a chez soi de base. Donc là, c'est l'occasion d'en avoir un prêté pour faire vraiment le tour de tous les équipements. Et puis le dernier, sur la droite, voilà, ça va être le capteur de pollution. Capteur de pollution, lui, ça va être un petit équipement qui va vous donner des informations sur la qualité de l'air chez vous. Alors ici, j'en parlais un petit peu avec le taux de CO2. Cet équipement-là, il ne s'intéresse pas au taux de CO2, il va plutôt s'intéresser à des particules fines, à des dioxydes d'azote et composés organiques volatiles, donc d'autres familles de polluants finalement, mais ça permet aussi de se sensibiliser sur la qualité de l'air chez soi. Et pas que, vous l'emmenez où vous voulez, après le capteur, bien entendu, mais c'est assez intéressant à employer. Donc cette mallette, n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, envoyez-moi un message. Vous avez tous mon adresse mail. On convient d'un rendez-vous pour que vous puissiez l'emprunter dans le cadre de ce défi. Profitez-en. Un petit peu comme à l'image des compteurs communicants qui sont là pour donner de l'information, pour prendre des décisions les plus réfléchies possibles, eh bien, la mallette, elle est là aussi pour vous donner de l'information, que vous ayez des éléments à votre disposition pour prendre des mesures qui vont être réellement plus efficaces. Voilà pour la mallette Mesurome et je termine simplement en remettant un petit peu la suite du planning des ateliers. Voilà, j'en parlais, alors aujourd'hui on est le 25 janvier, mais dans un mois, le 27-29 février, je ferai 2 webinaires, un mardi, un jeudi soir, sur vraiment centré là sur des exemples d'éco-gestes à appliquer chez soi pour réduire les consommations d'énergie. 3 autres ateliers qui seront organisés ensuite courant mars, avril. Alors 2 ateliers un petit peu, je dirais, en ouverture finalement sur d'autres sujets, mais si vous avez jamais eu l'occasion d'y participer, je vous invite vraiment à vous y intéresser, à savoir la fresque du climat et l'atelier d'automne qui se feront en présentiel cette fois, donc à Carrières-sous-Poissy, un samedi matin. Eh bien, n'hésitez pas, c'est des ateliers très intéressants pour ouvrir un peu les sujets au-delà des consommations d'énergie chez soi, même si ça fera partie des sujets à aborder, mais ça va être plus des réflexions de manière générale sur l'impact de nos habitudes de vie sur le dérèglement climatique. Et c'est sous format un peu jeu interactif. Voilà, on a une animatrice qui le propose. C'est assez intéressant comme format. De toute manière, j'enverrai prochainement au mois de janvier là, un email à tous les participants. Vous retrouverez toutes ces informations-là. Et puis, on parlait de compteur Linky, justement, un atelier qui se prépare avec Enedis pour justement un petit peu vulgariser le compteur Linky, bien se l'approprier. Comment l'utiliser, le compte Enedis, même l'application mobile d'ailleurs, pour bien visualiser ses consommations, pour bien regarder si on a des contrats adaptés à la puissance que l'on appelle. Voilà, donc ça permet de mieux s'approprier un outil qu'on a probablement tous ce soir chez soi. Voilà, donc mais ce planning-là, vous le retrouverez dans ma prochaine newsletter. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de la présentation. Alors voilà, vous avez accès à vos micros. N'hésitez pas, si vous avez des questions de dernière minute, on est là pour y répondre. Voilà, j'espère que nous avons été clairs dans nos propos. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à demander des précisions. C'est très clair, merci beaucoup. Oui, très Avec bien, plaisir. merci. Et puis écoutez, s'il n'y a pas forcément de questions, on vous libère, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore Monsieur Vénua pour votre participation. Je pense qu'on est tous ravis d'avoir pu apprendre ces éléments-là sur nos factures d'énergie, nos factures de gaz et d'électricité. On repart tous avec des informations en plus. Donc merci beaucoup pour la présentation. Et j'en profite, je fais un petit coup de pub, j'en profite, mais c'est vrai qu'avec Monsieur Vénua, on va co-animer prochainement un webinaire. Je vais vous
transmettre l'information si ça peut vous intéresser. De toute manière, ce sera diffusé également par mail très prochainement, mais ça va être début février. On va co-animer un webinaire qui ne sera pas là centré sur le sujet de ce soir. Hein. Ce n'est pas l'idée justement que vous reveniez assister à la même chose, mais ce sera je vous envoie le sujet tout de suite dans le chat. Ce sera un webinaire qui sera centré sur comment éviter finalement les arnaques en rénovation énergétique. Voilà, la rénovation énergétique, c'est un secteur où on entend beaucoup parler de démarchage et d'arnaques. Et bien justement, là, ce sera un webinaire le jeudi 8 février en soirée, à nouveau format webinaire, un webinaire auquel vous pouvez participer. Puis avec Monsieur Vénuin, on le co-animera. N'hésitez pas à vous inscrire. Là, on parlera plus de, disons, de travaux de rénovation cette fois, mais surtout de comment éviter les arnaques et que faire si jamais on est en situation de litige. Mais voilà, ça peut être l'occasion d'avoir des informations complémentaires si vous avez des réflexions sur des projets de travaux et que vous avez un petit peu peur à l'idée de vous lancer. Ça permettra justement de pouvoir vous rassurer par rapport à tout ça. Et puis, comme je vous Merci à disais, vous. oui, Merci pardon, à allez-y. vous. Oui, juste pour vous remercier de votre présence, remercier de vos questions. Et puis, je corrigerai, c'est promis, les 2-3 coquilles qui se sont glissées dans la présentation, malgré toute l'attention que j'ai pu y porter. Voilà, et une bonne soirée à vous. Bravo pour vos défis énergie. L'énergie, c'est un sujet du siècle à venir, enfin de ce siècle-là. C'est un sujet entre générations et je pense que c'est essentiel d'y apporter beaucoup d'attention. Et je précise, mais effectivement, la présentation, de toute façon, Monsieur Vénuin, quand vous aurez apporté les corrections, vous pourrez me renvoyer la nouvelle version, mais je mettrai tout à disposition sur le site Déclic et je le renverrai bien sûr dans la prochaine newsletter, l'accès au replay, puis à la présentation pour que vous ayez les éléments par écrit, bien entendu. Je fais ça rapidement. Hein. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Bonsoir.